Hello everyone, moi. J'avoue que ma tête ne ressemble pas à ça, et ma voix non plus. Peut-être qu'il y a une petite ressemblance, mais bon, parlons de ce qui nous amène ici. Apprendre comment apprendre, c'est la première chose à apprendre pour chacun qui veut apprendre. Mais bon, on ignore même ça. J'ai suivi le cours « Apprendre comment apprendre » sur Coursera, présenté par Barbara Oakley et Terry Sejnowski, qui comporte 4 parties essentielles. Le mode concentré et le mode diffus du cerveau, l'encodage, chunking, la procrastination et la mémoire, enfin, la renaissance de l'apprentissage et la libération de son potentiel. Dans cette vidéo, je vais résumer ces points clés sans entrer dans les détails, car chacun peut avoir sa propre compréhension. Si vous souhaitez approfondir, je vous encourage à suivre ce cours passionnant, Apprendre comment apprendre, dont je mettrai le lien dans la description. Commençons par la première question. Qu'est-ce que l'apprentissage? Nous avons tous un désir d'apprendre de nouvelles choses, quelle que soit notre occupation. Cependant, nous observons que certaines personnes apprennent plus rapidement que d'autres, tandis que certaines semblent avoir du mal à apprendre, ce qui peut engendrer une sous-estimation de leur intelligence et une surestimation de celle des autres. En réalité, les personnes qui apprennent rapidement appliquent souvent inconsciemment des méthodes d'apprentissage efficaces. La clé réside dans l'apprentissage de la manière d'apprendre, en utilisant des techniques qui vous permettent de comprendre le fonctionnement de votre cerveau. Cela vous donne la capacité de le maîtriser, vous permettant d'apprendre ce que vous voulez, de la manière dont vous le souhaitez. Pour apprendre, on doit se demander comment apprendre, ce qui va nous amener à parler de mode d'apprentissage, le mode concentré et le mode diffus. Le mode concentré consiste à se concentrer intensément sur une tâche ou un problème, mobilisant toute notre énergie mentale. Par exemple, un programmeur cherchant à résoudre un bug dans son code utilise ce mode. Dans le mode concentré, le pensée va vers le haut du cerveau alors que la solution se trouve au plus bas du cerveau. Le mode diffus, en revanche, se caractérise par une pensée plus libre, souvent associée à des activités non exigeantes mentalement, comme la douche ou la promenade. Dans ce mode, notre cerveau continue à travailler sur les problèmes abordés en mode concentré, et les solutions peuvent surgir plus naturellement. Parlons maintenant d'un des points les plus importants d'apprentissage, le sommeil. Il peut être surprenant d'apprendre que lorsque vous êtes éveillé, votre cerveau produit des substances toxiques. Le sommeil est très important car il permet aux cellules du cerveau de se resserrer, laissant de l'espace entre elles pour se débarrasser de ces toxines. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la clarté d'esprit, la mémoire et l'apprentissage. Si vous révisez juste avant de faire une petite sieste ou de vous coucher, cela peut même améliorer votre capacité à apprendre, car vous pouvez rêver de la matière que vous avez étudiée. En résumé, le sommeil n'est pas seulement un repos, mais un moyen pour le cerveau de se nettoyer et de renforcer ce que vous avez appris, ce qui est essentiel pour rester en bonne santé mentale. N'oubliez pas de bien dormir, c'est important. Passons maintenant à comprendre ce qu'est l'encodage, chunking. L'encodage, c'est le processus de regroupement et d'organisation des informations en pièces, paquets d'informations, ou ensembles compacts encodés, pour faciliter la compréhension, la mémorisation, la créativité et la réussite dans l'apprentissage. Dans cette partie, nous allons aborder les sujets suivants. Le chunking, l'illusion de compétence, la pratique délibérée, la transférabilité, l'entrelacement, l'utilité des rappels, des mini-tests et des erreurs, le surapprentissage, le blocage, et l'effet Enstellung. Nous allons explorer comment ces concepts fonctionnent et comment ils peuvent nous aider dans l'apprentissage. Je vais vous donner l'explication de ce terme abordé avec des exemples qui vont vous permettre de comprendre. Le chunking est le processus de regroupement de plusieurs éléments d'information en une unité plus grande ou en une chunk group. Cela facilite la mémorisation et la récupération de l'information. En bref, les chunks sont des informations liées entre elles par l'usage et souvent par le sens. Par exemple, si vous devez mémoriser une série de chiffres, comme 7, 1, 9, 4, 8, 2, 5, 3, vous pouvez les regrouper en 3 chunks, plus faciles à retenir. 719, 482, 53.
Illusion de competence est le phénomène où une personne croit qu'elle maîtrise une compétence ou une tâche, mais en réalité, elle n'a pas encore atteint un niveau de maîtrise réel. Nous pouvons prendre l'exemple d'un étudiant qui pense comprendre un sujet après une seule lecture, mais lorsqu'il est testé, il se rend compte qu'il n'a pas retenu l'information aussi bien qu'il le croyait. Donc comme dit Madame Barbara Oakley = méfiez-vous. Il est bien facile de répéter ce que l'on sait déjà parfaitement. Cette facilité peut d'ailleurs entretenir d'illusions de competence, soit l'illusion que vous maîtrisez l'ensemble du sujet alors que vous ne maîtrisez que la partie le plus facile. La pratique délibérée consiste à se concentrer intentionnellement sur l'amélioration d'une compétence spécifique en utilisant des exercices et des répétitions ciblées. Ou d'un autre sens de dire, c'est de faire le choix conscient de se concentrer sur ce qui est plus difficile, afin de mieux équilibrer l'apprentissage. Par exemple, un musicien qui travaille régulièrement sur un passage difficile d'une pièce musicale pour l'améliorer est engagé dans une pratique délibérée. D'après Scott Young, c'est en se confrontant à des difficultés, en ressentant cette tension, ce stress à l'idée de ne pas y arriver, que l'on peut ultérieurement se rappeler comment résoudre le problème. La transférabilité se réfère à la capacité d'appliquer des compétences ou des connaissances acquises dans un contexte à un autre contexte similaire ou différent. Comme exemple, on peut dire, les compétences en résolution de problèmes mathématiques peuvent être transférées à la résolution de problèmes de logique, car elles impliquent des compétences similaires. L'entrelacement est une technique d'étude où l'on alterne entre différents sujets ou domaines d'apprentissage pour améliorer la rétention et la compréhension. Plutôt que d'étudier une seule matière pendant des heures, un étudiant peut entrelacer l'étude de plusieurs matières pour renforcer la mémorisation. L'utilité des rappels, des mini-tests et des erreurs, ces méthodes d'apprentissage encouragent la récupération active de l'information, ce qui renforce la mémoire à long terme. Les rappels, les mini-tests et les erreurs aident à identifier les lacunes de connaissances. Par exemple, que de simplement relire des notes, un étudiant peut s'auto-interroger ou faire des mini-tests pour vérifier sa compréhension. Le surapprentissage se produit lorsque quelqu'un continue à étudier ou à s'entraîner au-delà du point où il maîtrise déjà la compétence, ce qui peut être inefficace. Prenons l'exemple d'un athlète qui s'entraîne de manière excessive sans prendre le temps de récupérer peut connaître une diminution de ses performances. Le blocage est le moment où une personne est incapable de se souvenir temporairement d'une information qu'elle sait normalement, souvent due au stress ou à une interférence cognitive. Oubliez subitement le nom d'une personne que l'on connaît bien lors d'une présentation en public à cause du stress. L'effet Entstellung, c'est un biais cognitif où une personne utilise une approche ou une solution familière à un problème, même si une solution plus efficace est disponible. Un joueur d'échecs peut être coincé dans une stratégie habituelle même si une meilleure option est évidente, à cause de son habitude. Avant la dernière partie, on a la procrastination et la mémoire. Dans une brève description, on peut dire que la procrastination est le fait de repousser ou de différer volontairement une tâche ou une action, souvent au détriment de la productivité, en préférant faire quelque chose de plus agréable ou de moins exigeant immédiatement. C'est essentiellement un comportement de remise à plus tard. Il est mentionné que la procrastination et l'addiction ont des caractéristiques en commun. Elles offrant énergie et soulagement provisoire face à une réalité ennuyeuse. Quant à la mémoire, elle fait référence à la capacité du cerveau à stocker, à conserver et à récupérer des informations et des expériences passées. Elle est divisée en différentes catégories, dont la mémoire à court terme, utilisée pour traiter l'information immédiatement, et la mémoire à long terme, où les informations sont stockées pendant de plus longues périodes. Ici je peux dire que la procrastination et la mémoire sont liées car le fait de procrastiner peut avoir un impact négatif sur la formation de souvenirs efficaces et durables dans la mémoire à long terme. Lorsque quelqu'un remet une tâche à plus tard, cela peut entraîner une diminution de la concentration et de l'attention, ce qui peut rendre plus difficile l'acquisition et la rétention de l'information. En d'autres termes, la procrastination peut nuire à la création de chunks, configuration neuronale stable, dans la mémoire à long terme. Imaginons un étudiant qui a un examen important dans 2 semaines. Plutôt que de commencer à étudier dès le début de la période d'études, il choisit de remettre à plus tard et de procrastiner. Il commence à se sentir anxieux à mesure que la date de l'examen approche,
mais il continue de reporter ses efforts. Finalement, la veille de l'examen, il est contraint de cramponner toute la matière dans sa mémoire à court terme pour tenter de se préparer. Cette approche de dernière minute ne permet pas à son cerveau de créer des connexions neuronales stables dans sa mémoire à long terme. En conséquence, il retient seulement quelques informations pour l'examen, mais oublie rapidement le reste après l'avoir passé. Sa procrastination a eu un impact négatif sur sa capacité à retenir des informations à long terme, ce qui aurait été mieux géré avec une planification et un apprentissage régulier tout au long de la période d'études. Pour éviter la procrastination lors de l'apprentissage, il est recommandé d'utiliser la technique Pomodoro, elle peut être particulièrement efficace. Divisez votre temps d'étude en sessions de 25 minutes suivies de courtes pauses de 5 minutes. Pendant chaque session, concentrez-vous intensément sur votre tâche, puis prenez une pause pour vous détendre. Répétez ce cycle. Cette approche fragmentée rend l'apprentissage plus gérable, maintient la concentration et diminue le sentiment d'overdose d'informations, ce qui peut grandement réduire la tentation de procrastiner. Parlons maintenant de processus et destination, sur quel de ces deux on doit mettre son attention. Focaliser sur le processus plutôt que sur l'objectif est un principe essentiel pour lutter contre la procrastination et maximiser l'efficacité de l'apprentissage. Souvent, lorsque nous avons un objectif à atteindre, nous pouvons nous sentir submergés par sa magnitude, ce qui peut entraîner de l'anxiété et de la procrastination. En revanche, se concentrer sur le processus signifie diviser cet objectif en étapes plus petites et plus gérables. Au lieu de se dire « je dois terminer ce projet en une semaine », vous pouvez décomposer cette tâche en étapes comme « je vais consacrer 25 minutes à travailler sur ce projet aujourd'hui ». En utilisant la technique Pomodoro, vous vous concentrez sur une période de travail de 25 minutes, suivie d'une courte pause. Cette approche permet de rendre le travail plus gérable et moins intimidant. En se concentrant sur le processus, vous créez également un sentiment d'accomplissement régulier à mesure que vous atteignez chaque petite étape. Cela renforce votre motivation et réduit le risque de procrastination, car accomplir une petite tâche est moins décourageant que devoir atteindre un objectif massif en une seule fois. De plus, en vous immergeant dans le processus d'apprentissage lui-même, vous pouvez mieux vous engager avec le contenu. Vous êtes plus susceptible de comprendre et de retenir des informations lorsque vous les abordez progressivement plutôt que de les traiter comme un fardeau à atteindre rapidement. Comme James Clear l'a souligné dans son livre Atomic Habits, les moyens sont plus importants que l'objectif en lui-même. Il a expliqué que de nombreux individus, qu'ils soient gagnants ou perdants, partagent souvent les mêmes objectifs. La véritable différence réside dans leurs actions quotidiennes. Prenons l'exemple de deux personnes. L'une aspire à devenir un athlète, mais ne prend aucune mesure concrète pour y parvenir, tandis que l'autre n'a pas nécessairement cet objectif, mais s'entraîne assidûment chaque jour. Cet engagement quotidien finit par transformer cette seconde personne en athlète, même sans qu'elle en ait nécessairement conscience au départ. Parlons de la mémoire à long terme. La mémoire à long terme est l'une des composantes fondamentales de notre système de mémoire. Elle stocke des informations de manière relativement permanente, permettant de conserver des connaissances et des expériences sur le long terme. En termes d'apprentissage, la mémoire à long terme joue un rôle essentiel pour retenir des informations, des compétences et des expériences sur une période prolongée. Un exemple concret de mémoire à long terme dans la vie courante serait l'apprentissage d'une nouvelle langue. Lorsqu'une personne commence à apprendre une langue étrangère, elle mémorise d'abord des mots, des phrases et des règles grammaticales dans sa mémoire à court terme. Cependant, pour parler couramment cette langue à long terme, il est essentiel que ces informations soient transférées et stockées dans la mémoire à long terme. Ce processus implique la répétition espacée, la pratique régulière et la consolidation des informations au fil du temps. Plus une personne révise et pratique la nouvelle langue, plus les informations sont susceptibles d'être transférées de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Une fois stockées dans la mémoire à long terme, ces connaissances linguistiques peuvent être rappelées et utilisées sur une période prolongée, permettant à l'individu de parler couramment la langue, même des mois ou des années après avoir commencé à l'apprendre. Pour la dernière étape de cette discussion sur la procrastination et la mémoire, abordons le concept du palais de mémoire,
également connue sous le nom de méthode des lieux ou méthode des loci. Cette technique repose sur la création d'une image mentale, souvent un lieu familier comme une maison ou une rue, que l'on associe à des informations que l'on souhaite mémoriser. Elle permet de stocker des données de manière organisée, facilitant leur accès ultérieur. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite mémoriser une liste de courses. Elle peut utiliser sa propre maison comme palais de mémoire. Elle imagine mentalement parcourir chaque pièce de sa maison de manière systématique, attribuant un article de sa liste à chaque endroit précis. Par exemple, elle peut imaginer des pommes dans le salon, du lait dans la cuisine, du pain dans la salle à manger, etc. Cette association entre les articles de la liste et les endroits dans le palais de mémoire crée une image mentale vive et mémorable. Lorsque cette personne se rend ensuite au magasin, elle peut simplement repenser à sa maison et parcourir mentalement chaque pièce pour se rappeler de sa liste de courses. Cette technique rend la mémorisation plus efficace, car elle exploite la puissance de l'imagerie mentale et de l'association spatiale, ce qui facilite le rappel des informations sans effort. Le palais de mémoire est une stratégie puissante pour ceux qui cherchent à améliorer leur mémoire et à éviter la procrastination en organisant efficacement les informations à retenir. Il permet de créer un système de référence visuelle pour stocker des données de manière à les rendre rapidement accessibles lorsque cela est nécessaire. Si vous parvenez à bien comprendre ce point abordé dans la section sur la procrastination et la mémoire, vous constaterez que tout repose sur la création d'une habitude, c'est-à-dire travailler un peu régulièrement plutôt que de tout faire d'un seul coup. L'avantage de l'habitude réside dans le fait qu'elle vous dispense de la nécessité de vous concentrer intensément sur ce que vous êtes en train de faire, car vous êtes habitué à le faire. Prenons l'exemple de la première fois que vous commencez à conduire une voiture. Vous suivez scrupuleusement toutes les règles de conduite, restez concentré pour changer de vitesse, et respectez les règles de la route. Cependant, quelques mois plus tard, vous n'avez plus besoin de vous concentrer autant, car vous avez développé l'habitude de conduire, et ces actions sont devenues automatiques. L'idée fondamentale ici est que la création d'habitudes vous permet de simplifier les tâches et les actions, car elles deviennent de plus en plus automatisées avec la pratique. Cela vous libère de la nécessité constante de concentration intense, ce qui peut vous aider à éviter la procrastination, car vous devenez plus efficace dans l'exécution de vos activités quotidiennes. En investissant progressivement du temps et de l'effort dans la formation d'habitudes positives, vous pouvez améliorer votre productivité et atteindre vos objectifs plus facilement. Les habitudes peuvent être décomposées en 4 composants clés: le signal, la routine, la récompense et la croyance. Par exemple, dans le contexte de l'apprentissage, le signal pourrait être le moment où vous vous asseyez pour étudier. La routine consiste en la manière dont vous abordez l'apprentissage, comme la lecture d'un livre ou la prise de notes. La récompense pourrait être le sentiment de satisfaction d'avoir acquis de nouvelles connaissances, tandis que la croyance est la conviction que cet apprentissage vous sera bénéfique à long terme. En comprenant ces composants, vous pouvez consciemment créer et renforcer des habitudes d'apprentissage positives pour éviter la procrastination et accroître votre efficacité dans l'acquisition de nouvelles compétences ou connaissances. Dans la dernière étape de l'apprentissage et du déblocage de son potentiel, il est essentiel de créer une métaphore visuelle inoubliable. Cette métaphore agit comme une encre mentale, vous aidant à rappeler les concepts clés ou les objectifs que vous cherchez à atteindre. Par exemple, imaginez que vous apprenez un nouveau langage de programmation, et vous créez une métaphore visuelle de ce langage comme un ensemble de briques colorées que vous assemblez pour construire un château. Chaque brique représente une fonction ou une commande. Cette image mentale peut rendre la mémorisation et la compréhension de ce langage beaucoup plus facile et durable. Ensuite, il est important de comprendre le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome se manifeste lorsque vous doutez de vos compétences et attribuez votre réussite à la chance plutôt qu'à votre capacité. Reconnaître ce phénomène est le premier pas vers son dépassement. Par exemple, si vous avez obtenu une promotion au travail, il est important de réaliser que votre réussite n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de vos compétences et de votre travail acharné. Enfin, changer sa façon de penser peut réellement changer sa vie. Au lieu de voir les défis comme des obstacles insurmontables, commencez à les percevoir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance.
Par exemple, si vous êtes confronté à un projet difficile, au lieu de vous sentir découragé, adoptez une mentalité de défi et considérez-le comme une occasion d'acquérir de nouvelles compétences. En modifiant votre perspective de cette manière, vous pouvez libérer votre potentiel et réaliser des progrès significatifs dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci beaucoup de suivre cette vidéo.